tous, bienvenue au Studio 106, la radio de l'Héréage en Monnaie. Alors aujourd'hui, nous avons une émission un petit peu spéciale car nous accueillons des enseignants. Et ces enseignants font partie du groupe GEP, groupe d'expérimentation pédagogique, et plus particulièrement le groupe GEP EED. Alors pendant cette émission, nous allons découvrir ce que signifie le GEP, quels sont les objectifs et qui sont les enseignants qui participent à l'émission aujourd'hui avec moi. Alors pour ça, je vais les laisser se présenter et je laisse la parole à... Franck Péridieu, donc enseignant de mathématiques et sciences physiques, et je suis le coordinateur du GEP-EED. Bienvenue Franck. Ensuite, nous donnons la parole à... Bonjour, alors moi je suis Sarah Benembarek, je suis professeure de lettres-histoire et je coordonne un dispositif Ulysse en lycée professionnel. Bienvenue, merci beaucoup. Et enfin, nous avons... Vivian, bonjour à tous, merci Bonjour. Aurélie de nous accueillir. Donc moi je suis également enseignant en mathématiques, physique, chimie dans le Val d'Oise. Et merci beaucoup. Aujourd'hui, nous accueillons donc des enseignants du GEP-EED. Alors dites-moi Franck, que signifie GEP-EED exactement ? C'est un groupe d'expérimentation pédagogique pour les élèves en difficulté. L'objectif étant de produire de la ressource pédagogique qui nous permet de montrer qu'on peut accompagner ces élèves qui rencontreraient tout type de difficultés, que ce soit des difficultés d'apprentissage, d'handicap ou scolaire, quelle qu'elle soit. Et du coup, ce groupe, comment il se présente en fait et comment on a accès pour le grand public à ce groupe en fait ? Donc le groupe, il est au niveau de l'Académie de Versailles, il est chapeauté par la DAN, donc la délégation académique au numérique éducatif, et il est accessible via un site internet qui est le site GEP-EED, et on est chapeauté par 2 IEN qui nous permettent d'avoir une coordination. Et du coup, vous rédigez donc des articles qui seront diffusés sur cette plateforme, Oui. sur ce site internet. Oui. Donc on peut y accéder par le site de la DAN. Possiblement. Possiblement. Très bien. Et du coup, est-ce que vous pourriez me donner des exemples de ce que vous rédigez comme articles qui sont diffusés sur ce site ? Sarah ? Oui, alors l'intérêt du site, il me semble, c'est que c'est un site qui propose différents axes, notamment en transversal. Donc on est des collègues de différentes disciplines et différents domaines sont abordés. Par exemple, il y a un collègue qui a beaucoup écrit par rapport au parcours global des élèves, notamment l'orientation. Il a permis d'accéder à différents Padlet ou Geniali par le biais du site. Et Vivian, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'article que tu aurais rédigé sur ce groupe ? Oui, en guise d'exemple d'article, j'aimerais citer un article sur la mémorisation, puisque c'est un travail scolaire qui est peu évident à faire pour nos élèves. J'ai découvert une solution numérique qui pouvait rendre ce travail-là à la fois plus fréquent et de manière un peu plus attrayante. Donc Ouflash, c'est une solution numérique qui s'implante dans notre médiacentre dans les ENT et qui propose aux élèves de travailler les notions que l'enseignant a ciblées, soit par le biais de quiz, soit par le biais de flashcards, soit par le biais d'images, ou de tas de petits exercices interactifs qui permettent à l'élève d'aller chercher en mémoire les notions qu'il a dû apprendre pour essayer de les remobiliser dans le cadre de cet exercice, et ça permet de vérifier si ces différentes notions qu'on vise sont suffisamment bien ancrées dans la mémoire de l'élève. Et on a un tableau de bord de suivi individuel et de l'ensemble des activités, ce qui permet à l'enseignant d'avoir une vue globale de sa classe et de savoir qui en est à quel point. Donc c'est une solution numérique que j'essaye de ritualiser auprès de mes élèves pour qu'ils puissent, que ce soit devenu pour eux un acte quotidien quand ils viennent en cours de mathématiques. Ah oui, donc tu l'utilises tout au long de l'année en fait. Tout au long de l'année, oui. D'accord. Et comment tu as connu cette application ? J'ai connu cette application, c'était au moment du Covid et de la mise à distance avec les élèves. Et pour moi, il était hors de question de faire des visios d'1 heure selon mon emploi du temps, où je trouvais que ça avait absolument pas de sens. Donc j'ai vraiment essayé de travailler autrement avec mes élèves et je cherchais des solutions pour les faire travailler ou en groupe ou individuellement, mais en autonomie, et que mes heures de présence, moi, soient essentiellement un peu comme du SAV du point de vue de mes élèves, vraiment pour débloquer ce en quoi ils avaient des problèmes, et je voulais surtout pas qu'ils m'écoutent pendant 1 heure faire cours, parce que je ne voyais aucun intérêt. Et donc, dans une démarche un peu de prospection sur Internet,
J'ai trouvé cette application numérique qui répondait au moins une partie de mes attentes. Ah oui, donc en plus, on ne te l'a pas présenté, c'est vraiment par une recherche personnelle que tu as réussi à trouver cette application, quoi. Oui. Ah Bah, ouais. je crois que j'étais un des tout premiers Ah, des utilisateurs pionniers. de la ressource. Et puis du coup, ça n'a pas grand intérêt, mais bon, je vous le dis quand même, ils sont venus nous filmer dans ma classe avec mes élèves pour Ah oui. l'utilisation de vos flashs. Ah bah si, super, oui, carrément. Mais, donc là, vous n'entendez que ma voix, mais si vous Ouais. voulez utiliser vos flashs, vous allez devoir faire un petit module d'une demi-heure d'auto-formation, demi-heure dans laquelle il y aura 5 minutes de vidéo, vous serez dans ma salle de cours avec mes élèves. Ah, génial. Est-ce qu'il y a le lien de cette vidéo sur le site du GEP ou pas? Non. Ah, on pourra rajouter exclusivement, mais effectivement, on pourra rajouter ce lien dans nos ressources, comme ça vous pourrez y accéder plus facilement. Très bien, merci beaucoup pour ce retour, Vivian. Ensuite, Franck, dis-nous, et au niveau de ta pratique et tes articles, est-ce que tu aurais un retour à nous faire ou un témoignage par rapport à un article que tu aurais rédigé? À la rigueur, il y a 2 articles qui sont parlants de ce que j'aime faire dans la pratique. Ça va être des articles de mise en situation, donc soit recréer une situation virtuelle professionnelle ou autre, de manière à impliquer les élèves plus facilement dans l'apprentissage, ou des séances liées sur les escape games, où du coup on va essayer de détourner le travail à l'aide d'un objet qui va leur permettre de travailler, mais de manière différente, et de ne pas voir nécessairement qu'ils travaillent. Utiliser en fait les notions vues en cours pour résoudre une problématique. Ah oui, pour pour sortir de la salle. Par exemple. Et par exemple, sur quel thème précis ou sur quel thème de cours as-tu créé un escape game déjà? J'en ai fait sur plein de thèmes. En fait, j'utilise n'importe quelle notion et je les intègre ensuite dans un scénario. Et c'est le scénario qui me permet de motiver les élèves, on va dire, à traiter les notions. En sciences ou en maths? En sciences ou en maths, j'en ai sur les deux. D'accord, très bien. Et comment tu as trouvé, toi, cette façon de faire et cette pédagogie? En fait, j'ai adoré faire des escape games, moi, personnellement. Ouais. Et je me suis mis à travailler avec une salle d'escape game pendant 4 ou 5 années où on a produit des sortes d'unlock games, en fait, des boîtes qu'on pouvait transporter à droite à gauche. Et donc, du coup, le fait de travailler avec une boîte, d'aller faire les tests des salles, de créer, etc., m'a permis ensuite de le développer avec les élèves. D'accord. C'est un peu plus long, on va dire, avec les élèves, et ça demande Ouais. une certaine logistique, mais c'est des choses qui sont, quand on arrive à le mettre en place, qui sont intéressantes. C'était des boîtes transportables, en fait. Ouais. Des escape games que Ouais, tu une peux valise, faire, t'amènes ta Ah ouais. valise, et puis allons-y, il faut ouvrir la valise et D'accord. résoudre les énigmes qu'il va y avoir à l'intérieur. Et ça, c'était pour une raison ludique, pas pédagogique, ce que tu avais fait là, avec les boîtes. Alors, je l'avais fait d'une manière ludique pour travailler avec une salle. Et ensuite, j'ai transposé chez des mallettes qui sont plutôt pédagogiques, avec des notions de cours qui sont à l'intérieur. Ouais. Autant en maths qu'en physique. En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut balayer toutes les matières. On peut mettre de l'anglais, on peut mettre du français, de l'histoire. Tout à fait. Et est-ce que tu verrais ces mallettes, du coup, est-ce qu'elles pourraient être transportées dans d'autres établissements? Par exemple, moi, est-ce que je pourrais faire appel à cette mallette pour qu'un enseignant de maths sciences de l'école fasse cet escape game ici? En fait, les mallettes sont toutes personnelles. Ah oui. Donc, il faudrait qu'on ait un budget académique avec un stockage possible dans un établissement pour créer des choses comme ça. Plus adaptable, quoi. Adaptable par rapport Oui. aux établissements ou aux enseignants, en fait. Oui, surtout que moi, la même mallette va me servir sur 3 ou 4 types d'animations différentes parce que c'est les miennes, donc je démonte, je remonte. Ah oui, voilà. T'adaptes par rapport au public. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour, Franck. Et Sarah, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous parler d'un de tes articles aussi que l'on peut retrouver sur le site? Alors oui, j'évoquerai une série d'articles que j'ai rédigés avec Franck d'ailleurs, autour des 10. Ça nous avait semblé important parce qu'on avait toujours eu du mal à préciser les différents 10. Et en fait, tous les élèves à besoins éducatifs particuliers qui bénéficient d'un diagnostic de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. D'accord. Quand on a rédigé cette série d'articles, c'était quand même il y a 3 ou 4 ans, les termes étaient tous autour des 10.
Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine évolution parce qu'on va plutôt parler des troubles neurodéveloppementaux. Ça élargit. Donc, je pense il est même certain qu'on va compléter cet article pour cadrer avec les nouvelles terminologies. Ah, super. Et ça nous semblait intéressant dans le sens où on a de plus en plus d'élèves qui bénéficient de plans d'accompagnement ou pas, et pour lesquels on doit répondre à un besoin quand même. Et donc, les adaptations qui peuvent être proposées, ou le fait de connaître un peu mieux le profil, parce qu'on ne le connaîtra jamais parfaitement, mais de connaître un peu mieux le profil et les difficultés premières, ça nous permet aussi à nous, en tant qu'enseignants, de pouvoir anticiper et d'inscrire nos élèves dans la réussite. D'accord, des élèves qui ont des reconnaissances ou même ceux qui n'ont pas forcément de reconnaissance MDPH ou pas. Tu sais, la reconnaissance, c'est parfois juste lié à une belle rencontre sur un parcours de vie. On a tellement de nos élèves qui n'ont pas spécialement de reconnaissance parce que les parents ne savent pas, ou ne peuvent pas, ou n'osent pas. Non, je pense vraiment que l'objectif de l'école inclusive, c'est tous. C'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que les élèves qui ont particulièrement des plans. Tout à fait. Surtout, parfois, certains outils sont créés pour des jeunes qui ont justement cette reconnaissance. Et on s'aperçoit que finalement, tous les autres en bénéficient également. Et finalement, ça permet d'avoir un plus large public, on peut dire, ou alors s'adapter à toute la classe, alors qu'au départ, l'outil a été fait juste pour un ou deux de la classe. Merci beaucoup pour ces témoignages. Pardon, je regardais le temps parce que ça fait déjà 13 minutes, sans s'en apercevoir. Je vous remercie tous les trois d'être intervenus pour cette première émission spéciale GEP. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine fois pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Studio 106.